Cadrage. Le lendemain, dans le vol charter qui se posait enfin sur le tarmac, je pensais à mon parcours de vie. Voulais-je laisser une trace de mon passage? Vanité de l'être humain selon l'Ecclésiaste, ou vaine volonté de vaincre la mort? Je pensais soudainement qu'à l'instar d'un voyage en avion, il y a dans notre vie un vol, puis un atterrissage ou un crash. En fin de parcours, la trace de cette trajectoire reposera dans tous les cas dans une boîte noire. J'étais assis à côté d'un gros bonhomme, chauve, qui prenait toute la place. Peut-être aurais-je dû lui adresser la parole. Il aurait pu être une relation utile ou être un personnage possédant les leviers d'un quelconque pouvoir. Après tout, je cherchais du boulot, et par n'importe quel moyen. Il avait l'air sympathique, mais nous en sommes restés à un silence mutuellement consenti. J'étais plutôt absorbé par les doux souvenirs d'une femme que j'avais rencontrée dans un bar 3 semaines auparavant. On avait sympathisé sans se draguer, et nous avions échangé innocemment nos numéros de portable. Ariane venait d'avoir, comme moi cette année, ses 50 ans, et elle ne m'avait pas semblé plus bouleversée que moi de cette nouvelle. J'adorais les femmes sans savoir pour quelle raison. Je n'avais que peu d'affinité avec les hommes en général. Je n'avais, selon un psychologue, que peu d'aptitude pour des relations amicales masculines constructives. J'étais bloqué dans ma tête sur l'idée que je me faisais des hommes. Symboliquement, je ne voyais que deux catégories bien marquées et antinomiques, des machos d'un côté et des homosexuels de l'autre. Je restais un naïf car j'idéalisais les femmes que je trouvais plus fines et plus sensibles que les hommes, même si d'aucune m'avait subtilement fait du mal. Pourtant, j'étais désormais dans l'optique de nouvelles rencontres, fructueuses. Je devais évoluer, ce repli sur moi m'avait mené à l'isolement social. Ma conception des rapports humains était à revoir. Je n'avais pas eu la lucidité de m'en rendre compte. J'étais isolé au cœur du monde et je venais d'atterrir dans cette grande métropole que l'on nomme abusivement la ville lumière. Je concevais tout de même que pour sortir de l'ombre cela pouvait convenir. Au moment de toucher le sol, j'eus soudain conscience de mon parcours passé, constellé d'échecs et illuminé de brefs moments de bonheur magique. La piste était éclairée et j'avais la volonté de suivre une nouvelle voie. Ce temps qui avait suspendu son vol était maintenant révolu. J'avais dans mon cœur le désir, dans mes manches le courage, et dans ma tête la volonté de forcer les arcanes du destin. Dans l'aérogare, mon portable sonna, c'était Ariane. Je ne compris pas tout de suite que c'était la fille du bar à laquelle je songeais dans l'avion. Quand j'en eus pris conscience, je fus surpris de la coïncidence. En raccrochant, je pensais que je n'avais pas essayé de coucher avec une seule femme dans ce club, et Ariane me rappelait alors que je croyais vraiment qu'elle m'avait oublié. J'avais eu une vie déstructurée et incohérente ces dernières années. Je pensais, Marc, tu aurais besoin de te recadrer, de trouver un fil conducteur. En fait, je n'avais jamais totalement trouvé ma place sur cette terre. Je me flagellais encore inutilement dans des pensées à ressasser le passé. J'avais besoin de me remettre en scène rapidement, dans un scénario et un décor totalement différents. Comme au théâtre, dans la fameuse boîte noire, une salle vide, neutre, entièrement modulable, et au gré du metteur en scène de décider l'emplacement du public et du dispositif de la scène. À cet instant, mon savon glissa dans la douche, et j'eus un mal fou à le saisir. Nous étions samedi soir, et je me préparais pour mon rendez-vous avec Ariane. Jean-Paul était parti pour le bowling. Je pris le métro avec entrain, après avoir enfilé un jean et une chemise assortie à la couleur de mes yeux. J'arrivai chez Ariane. Nous étions convenus sagement d'éviter le restaurant, le cinéma ou la boîte, et tous les apéritifs amoureux de ce genre. Les préliminaires avaient consisté en une discussion libre et franche autour d'un verre. En buvant ma dose de whisky, je m'étais dit que cette fille était vraiment chouette au niveau du cul. Surtout lorsqu'elle balança ses hanches pour aller chercher des glaçons dans la cuisine. Le fait d'être cynique me ramena à une vision simple du désespoir. Mais j'avais vraiment le désir de changer ma façon de voir. Sexuellement, Ariane était parfaite. Elle n'était pas seulement belle, mais experte pour donner du plaisir à un homme. Et puis, elle avait cette tendresse qui fait craquer les plus brutaux. J'étais mieux qu'elle selon les canons que l'on voulait nous imposer, mais assez maladroit. Une sensualité exacerbée venait sauver ma mise. J'aimais donner du plaisir, et le sentir monter dans les yeux de ma partenaire. Après un orgasme timide, je ne me suis pas senti obligé de lui demander bêtement
si cela lui avait plu, avec questionnaire de satisfaction à l'appui. Nous étions simplement heureux de partager un beau moment. Nous fumions une cigarette à deux lorsque ce besoin inextinguible de sortir une connerie pour briser un silence radieux me fit avouer à Ariane que je ne travaillais pas. Elle ne chercha nullement à me juger, et n'avait que son désir à m'offrir en partage. J'en conçus un respect infini pour cette fille aux yeux noisettes et aux formes voluptueuses. Je la pénétrai encore une fois avec douceur. Elle commença de prendre un peu de plaisir, et moi aussi, lorsque son téléphone portable sonna. Elle me dit que c'était sûrement sa mère qui s'inquiétait. Elle ne lui avait pas donné de nouvelles depuis 2 jours. Mon érection retomba un peu à ce moment. Sa mère était espagnole. Elle avait été femme de ménage. Elle vivait chichement dans un logement social d'une banlieue célèbre pour son taux de délinquance. Son père polonais avait travaillé comme terrassier. Ils s'étaient rencontrés comme ils s'étaient quittés rapidement sur un quai de gare. Au bout d'une année partagée ensemble, ils avaient conçu Ariane sans vraiment savoir pourquoi. Après sa naissance, son père avait perdu son boulot et s'était perdu dans des virées nocturnes arrosées de vodka. Sa mère avait fini par le foutre dehors et il avait pris le premier train pour travailler dans le sud du pays. Depuis ce jour, Ariane et sa mère n'avaient plus eu de nouvelles de lui. Ariane s'en était sortie en faisant de brillantes études et avait réussi tout aussi brillamment dans les affaires financières. Elle parlait plusieurs langues étrangères, en plus d'une éloquence naturelle hors du commun. Son portrait semblait presque trop idyllique pour être vrai. Je ne lui avais pas demandé si son père lui manquait afin d'éviter une nouvelle question stupide. Cette nuit de printemps était particulièrement douce, et l'air presque respirable. Nous sortîmes nus sur la terrasse de son appartement. Nous étions sur la proue d'un bateau qui s'avançait droit vers le fleuve. J'avais le moral d'un guerrier sûr de sa victoire. Nous refîmes l'amour, périlleusement sur une chaise transat, mais plus libérés que la première fois. Ariane me fit part de son intention d'aller déjeuner chez sa mère, comme chaque dimanche. Elle me demanda si je voulais l'accompagner. Bien que les repas dominicaux me pompassent l'air, j'acceptai avec enthousiasme. Le lendemain, dans la Jaguar qui nous emmenait vers une ville de la banlieue nord, je demandai à Ariane pourquoi elle laissait vivre sa mère dans cet endroit. Tu sais, maman ne veut pas vivre dans la capitale. Elle se sent à l'aise là où elle a toujours vécu. Dans le passé, j'avais fréquenté beaucoup de Méditerranéens, desquels je m'étais senti très proche. Ils étaient souvent fascinants par certains côtés excessifs et dans leur générosité, mais chose très importante, j'avais vite saisi qu'il n'y avait rien à comprendre dans leur comportement. J'effleurais de mes doigts le bois précieux qui ornait le tableau de bord et les portières. Je palpais le cuir des fauteuils. Décidément, le luxe n'avait rien d'original. Ce n'était qu'une standardisation pour les élites, comme il en existait une autre pour les masses. Son chauffeur nous avait déposés à l'entrée de la cité. Dans la rue avoisinante, des pavillons miteux s'étalaient en randonnions, enfermant leur lot de prolétaires propriétaires. J'en observai un qui rentrait sa poubelle. Tout rougeaud, il ressemblait à un de ces irréductibles Gaulois qui noient leur paradis perdu avec du mauvais picrate. Sans doute prenait-il chaque jour de sordides transports en commun pour rejoindre son boulot sans âme. J'avais moi aussi passé 20 années de ma vie dans un bureau. Le secteur de l'assurance-vie était hanté par des types cravatés sans charisme. De bas en haut de la hiérarchie, ils portaient tous les mêmes costumes déclinés dans une gamme de bleu-gris. Plus on s'élevait dans cette tour inhumaine, plus le gris se fonçait. Le quartier d'affaires était une sorte de château fort de l'âge tertiaire constitué de tours sombres qui rivalisaient de laideur les unes avec les autres. Les plus récentes s'élevaient toujours plus haut dans le ciel afin d'atteindre le nirvana financier et donnaient à leurs petites sœurs jumelles une leçon de capitalisme outrancier. Il ne me restait que peu de souvenirs de cette époque. Quelques repas pris au self, des échanges en langage technocratique, des amitiés de circonstance, et une pratique de l'onanisme dans les chiottes du 7e étage, en songeant à des secrétaires affriolantes. Je me souvenais être rentré chez moi chaque soir par le train de 18h31, et avoir pensé chaque fois à bifurquer vers l'aéroport afin de prendre n'importe lequel des vols en partance. Mais j'avais préféré embrasser distraitement ma femme et mes enfants, en leur lançant toujours le même « Vous m'avez manqué, mes chéris ». J'étais un lâche qui aimait sa famille. Si j'avais bien gagné ma vie, il ne me restait plus rien à ce jour,
Ces 2 dernières années, je m'étais laissé aller, et la clochardisation me guettait. Heureusement, je tenais la douce main d'Ariane en me dirigeant vers l'entrée du bâtiment B, escalier C. Ariane riait. Tu verras, ma mère est très gentille, mais elle a un fort accent espagnol. Si tu ne comprends pas, je traduirai. Je lui répondis bêtement que j'aimais la cuisine espagnole. Conception nous ouvrit la porte du 3e étage, et Ariane lui sauta au cou. J'eus l'air bête en serrant la main de Conception au lieu de l'embrasser. Bonjour Marc. Alors c'est vous le nouveau fiancé d'Ariane? Ça commençait mal, mais la vieille dame avait l'air accueillante et chaleureuse. L'intérieur était tel que je l'imaginais. C'était un fatras de souvenirs et de bibelots étalés, sans aucun souci d'harmonie. Des photos de famille trônaient sur une imitation de commode de style Louis XV. Une vierge à l'enfant m'attira d'instinct, avec sa face de cire blanchâtre semblant tout l'amour du monde et le mauvais goût réunis. Toute vêtue de sombres habits, Conception me faisait penser à la grand-mère idéale qui berce nos enfances avec ses formes généreuses et ses flétrissures au visage. Moi, je ne voyais que ses yeux bonbons au chocolat tout remplis d'un amour insatiable. Ça et là, sur le canapé, s'entassaient des magazines People qui me rappelaient ce constat aberrant. La vie des gens simples se nourrit de rêves de luxe et d'amour brûlant sur papier glacé. Conception nous servit un Malaga en apéritif. Je le dégustais en pensant à ses éventuelles vertus médicinales. Un Christ crucifié, tout désossé et cloué sur un mur blanc de la salle à manger, nous épiait de ses yeux alanguis d'un amour universel. Je me sentis soudain tel un pêcheur repêché de la noyade des sentiments les plus vils par 2 femmes au cœur pur. Sur la toile cirée, sous un luminaire miteux, dans des plats un peu ébréchés aux motifs usés, Conception nous servait sans après sa cuisine chaleureuse. Elle remplissait nos ventres avec tout son cœur. Sa dorade royale au four était une merveille gustative. Le vin n'était pas à la hauteur, mais il nous procurait l'ivresse nécessaire à l'oubli du décor. Ariane et Conception papotaient à vive allure entre elles, tandis que je rêvassais en contemplant les magnifiques lèvres ourlées d'Ariane. Elles me semblaient les ailes d'un oiseau, prêt à se déployer pour un envol vers le plaisir. Pour ma part, j'étais peu loquace et très évasive dans mes réponses, surtout lorsque Conception me demanda ce que je faisais dans la vie. Je lui répondis que je travaillais pour mon compte, dans les assurances. Je préférais lui parler de l'Espagne, et j'avais envie de l'entendre me narrer son Andalousie natale, de son merveilleux accent coulant comme un torrent rocailleux. La langue franco-sévillane dardait à mes oreilles une nostalgie toute fabriquée. J'entendais déjà la mélopée des gitanes accompagnant les flots du Guadalquivir, qui charriaient des bateaux chargés de vin de Jerez, de manzanilla et d'huile d'olive. J'imaginais les clameurs de la feria non loin de la Giralda. En mon esprit se croisaient çà et là les calèches de hautes dames andalouses se dirigeant fièrement vers l'Alcazar. Je humais dans les paroles de Conception la diversité olfactive des marchés, saturés de senteurs d'agrumes fraîchement cueillis, d'épices d'Orient et de plantes du Nouveau Monde, rapportées ici comme à la grande époque de la Casa de Contratazione. Enfin toutes sortes de conneries anachroniques sorties de mon imagination débridée, quoi. Conception me parla d'une enfance brisée par un père alcoolique et vécue auprès d'une mère croyante, fervente, dans le faubourg de Triana. J'avais toujours su voir l'enchantement et la force du mythe dans les existences les plus rudes. Cela me venait probablement d'une enfance ouatée et ennuyeuse dans un pavillon de la middle class, où je passais le plus clair de mon temps à rêvasser par une fenêtre donnant sur un monde fantasmé. La laideur des faubourgs m'avait été longtemps étrangère, et la réalité m'avait depuis rattrapé. En guise de coup de grâce gastronomique, Conception nous servait une pâtisserie crémeuse, trop sucrée, et sûrement issue de la grande distribution. Après café et pousse-café, selon la tradition, Ariane me fit signe qu'on allait partir. Je lui donnai mon accord d'un air indifférent. J'avais passé un bon moment, mais selon une diastole permanente de mes sentiments, j'étais heureux de repartir. Cette fois, j'embrassai chaleureusement Conception. En la remerciant, je franchis la porte et appuyai mécaniquement sur le bouton de l'ascenseur. Ariane et Conception se confondirent en effusion affective et appuyées pendant que je poireautais devant la porte de l'ascenseur.
Le hall du rez-de-chaussée, un boyau inhumain et bourré de tags, nous conduisit vers la porte déglinguée aux vitres brisées du bâtiment. 6 adolescents étaient vautrés là, sur les 3 marches de l'entrée. Ils avaient tous des tronches mal dégrossies et des corps qui flottaient sous des loques aux looks invraisemblables, comme savait en produire l'industrie du textile. Je sentis d'instinct le mauvais plan. À peine franchi cette haie de jeunes, on entendit derrière nous: T'es mal la meuf, t'as vu comme elle se la pète? Une de ces têtes d'abrutis me lança. Le connard, tu viens me sucer la bite? Je dis à Ariane pendant que nous continuions de marcher. C'est tout ce qu'il a comme vocabulaire? Je préfère toujours choisir avec qui j'ai de l'intimité. 3 de ces lascars vinrent à toute vitesse se placer devant nous. Un grand noir baraqué m'attrapa violemment par le revers de ma veste, en me menaçant de m'exploser la tête. Ariane s'interposa et calma le jeu en leur expliquant qu'elle avait habité la cité et qu'elle connaissait la famille de 2 de ces faces de pithécanthropes. Elle les nomma même pour se justifier. Après quelques minutes de palabres, nous fûmes quittes en nous délestant d'un paquet de cigarettes. Nous étions les enfants, ou les derniers bien nés et éduqués d'une civilisation en totale déliquescence. Pour ma part, mon cas était encore plus grave qu'Ariane, puisque la nature m'avait doté d'un faciès louqué beau quartier. Quelle était la violence dont nous étions victimes pour avoir laissé la jeunesse se dégrader à ce point? La loi de la jungle avait circonscrit la ville avec la bénédiction et toute la libéralité de nos politiques néolibérales avancées. La politique était vraiment une sempiternelle péroraison de poison dégoulinant de la cervelle liquide de nos vieux démagogues. J'en étais de plus en plus écœuré, et je vomissais chaque jour ma carte électorale avec toutes ses promesses. Sans aucun choix possible parmi ces incapables ou ces corrompus, je ne votais plus depuis longtemps. J'avais déjà assisté des dizaines de fois et dans toutes sortes de lieux publics à des scènes de violence verbale ou physique. Cela partait des fois d'un petit détail, d'un simple regard involontaire et insistant, une cigarette refusée, et un fou furieux se jetait sur vous jusqu'à vous faire saigner. On ne disait pas violence à l'époque, mais incivilité. On ne disait pas délinquant, mais jeune. On ne disait pas clochard ou mendiant, mais sans domicile fixe, ou encore sans abri. On ne disait pas chômeur, mais sans emploi. La clique politico-médiatique à la pensée unique et bien planquée dans les arrondissements chics de la capitale était peu concernée par ces sujets. Elle pratiquait couramment sans vergogne un nouveau langage chargé d'euphémismes et d'acronymes inventés afin d'aseptiser la vérité de ce qu'elle nommait. Nul de ces décadents et de ces corrompus n'avait une vision réelle de la déréliction de notre société. Nouvelle Athènes, notre démocratie en perdition, dérapait dangereusement vers une tyrannie technocratique, première phase embryonnaire d'une dictature bientôt planétaire. Les leçons du passé avaient été si vite oubliées. Je n'avais jamais été victime par chance de réelle violence. C'était la première fois, comme un baptême du feu. J'avais donc failli me faire exploser la tête comme il m'avait menacé. Heureusement qu'Ariane connaissait bien, pour les avoir pratiqués, les codes de la cité, pensais-je éberlué. Je n'avais jamais côtoyé cette vie sauvage. J'étais assez médiocre en matière de rapport de force. Il faut des bras pour survivre dans ce milieu. Soudain, l'orage éclata sur la cité. Il commença à pleuvoir des cordes et nous courûmes vers la rue voisine. Le chauffeur nous accueillit alors que nous ruisselions littéralement. Ariane me dit de la boucler la prochaine fois, sinon nous ne pourrions plus revenir. C'était comme ça. Il fallait la fermer et subir.